Je fais juste un petit point sur le pari que la PIFI nourrit. C'est que la fiducie sera demain un outil équivalent à celui, enfin peut-être pas dans l'importance, mais en tout cas qui sera un outil aussi important que la société civile ou le contrat d'assurance vie dans la gestion de patrimoine. Je fais souvent ce parallèle qui est partagé, je crois, par Claire Farge de la fiducie avec le contrat d'assurance vie, où le constituant serait le souscripteur, le fiduciaire serait la compagnie d'assurance, la prime serait le patrimoine transféré, et ce qui est important pour nous, le courtier, qui serait le tiers protecteur. Nous avons eu bien évidemment la FIDU, qui est l'association des avocats fiduciaires, dans la lignée duquel on veut s'inscrire et avec qui on veut pouvoir travailler au développement de la fiducie. Nous avons également des parrains, notamment Arthur Bertin par exemple, mais aussi des sociétés de gestion importantes, Sanso, Carmignac, Richelieu et bien d'autres. Un tiers qui va indiquer au constituant qu'il va surveiller la mission du fiduciaire et que ce tiers-là puisse jouer un rôle, y compris dans le dialogue entre le constituant et le fiduciaire, je crois que c'est déterminant. Et c'est pour ça que quand Antoine, lors d'un conseil d'administration de la FIDU, nous a parlé de votre initiative, moi je me suis empressé de te contacter, parce que je pense que réellement, vous allez être moteur dans l'évangélisation de la fiducie. Parce qu'on a besoin de ce tiers, de me consacrer à 100% cette activité-là, parce que c'est un nouveau métier. Pour nous, les avocats, on se voir transférer des droits ou des biens et les gérer, ou être impliqué dans une opération de financement en garantissant le remboursement par le rôle qu'on a en tant que fiduciaire, c'est un nouveau métier. Petite parenthèse, c'est que les avocats ont cette particularité d'avoir la possibilité d'une triple casquette dans la fiducie. Ils peuvent être donc fiduciaires comme tu l'es la plupart du temps. Ils peuvent être conseils de leurs clients pour leur dire je vais vous accompagner pour rédiger le contrat de fiducie. Et puis ils peuvent être également tiers protecteurs. C'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas fait le choix que tu as fait d'avoir tout le back-office qui est nécessaire, parce qu'en fait, c'est rendre compte aussi, à partir du moment où tu es propriétaire, tu deviens propriétaire fiduciaire, et tu dois rendre compte aux constituants de ce qui est fait des actifs. Et donc, voilà, il y a un back-office qui est très significatif et ce qui implique effectivement, éventuellement, le choix radical que tu as opéré. Sur le sujet du tiers protecteur et de sa relation avec le fiduciaire, ou plutôt avec le développement de la fiducie, c'est vrai que il est évident, je crois qu'on en avait parlé très tôt, que si on veut plusieurs tiers protecteurs ou de nombreux tiers protecteurs pour essaimer de nombreux dossiers de fiducie, il faut d'abord que on développe l'activité de fiduciaire en règle générale. Il n'y aura pas plus de tiers protecteurs sans davantage de fiducie et davantage de fiduciaires. Ça, c'est le premier constat. Et de ce constat, on peut en déduire que la fonction de tiers protecteur, elle a cette capacité à désinhiber le recours à la fiducie. Le transfert de propriété est frais, c'est vrai. D'une certaine manière, en tout cas c'est mon avis, à tort. On a beaucoup d'institutions, que ce soit dans notre code de commerce, dans notre code monétaire et financier, ou dans notre code civil, qui sont des sûretés ou des contrats qui sont déjà translatifs de propriété, la cession d'AI par exemple, et qui emportent ce transfert pour les besoins de la garantie d'un crédit, par exemple. Et donc, on a des transferts de propriété qui sont déjà rentrés dans les mœurs juridiques pour garantir des crédits. Donc, c'est pas nouveau. Mais pour autant, en ce qui concerne la fiducie, parce qu'elle a une assiette très large, parce qu'elle a une durée longue, elle est nimbée d'un halo de suspicion. Et l'accompagnement d'un constituant, la gestion de l'information qui est renvoyée à ce constituant, la capacité de doter une personne tierce, à savoir ce tiers protecteur, d'une fonction de révocation, le cas échéant, du fiduciaire lorsqu'il n'exécute pas sa mission, sont des éléments qui apportent du confort et de la confiance dans cette opération translative de propriété qui est la fiducie. Sur la fiducie sûreté, c'est une sûreté qui évidemment est très forte pour le prêteur, puisque en cas de défaut, en cas de procédure, en cas de cession de l'actif, le prêteur est assuré dans tous les cas qu'il ne sera primé par aucun autre créancier, fût-il super privilégié. Et ça opère évidemment un changement radical, parce que ça permet de changer l'adage du crédit, qui est que, du fait de la faiblesse des sûretés traditionnelles, l'adage des banques, c'est la garantie ne fait pas le crédit. Donc les prêteurs prêtent sur des critères de cash flow.
des entreprises. Et donc, selon qu'on est plus ou moins risqué, on va prêter une fois l'EBITDA, 2 fois l'EBITDA, 10 fois l'EBITDA, mais il faut qu'il y ait un EBITDA. Bon. Alors qu'il y a des situations où on peut très bien prêter, notamment dans les entreprises de croissance, en ayant une vision sur le fait qu'une entreprise va se développer et créer de la valeur avec les capitaux qu'on leur apporte. Et on peut lui prêter dans la mesure où elle nous présente un actif en fiducie qui va protéger le prêteur que nous sommes au travers de notre fonds en cas de défaut. J'espère que la question du patrimoine minimum pour justifier la mise en place d'un contrat de fiducie disparaîtra bientôt. Parce qu'à mon sens, elle est doublement injustifiée. D'une part, et bon, je parle avec mon ancienne casquette chez Equitis, on avait des patrimoines d'affectation qui allaient de 600 000 euros à 600 millions d'euros. Alors, on avait l'impression que la fiducie, c'était seulement pour les grands dossiers de restructuring très compliqués, où on avait une noria de holding qui était transférée dans des contrats de fiducie avec des prêts intra-groupes dans tous les sens, des conventions de cash pooling, etc. Et puis là-dessus, on faisait un maelstrom de fees et ça avait l'air très cher. Mais il y avait aussi beaucoup de petits dossiers qui fonctionnaient très bien, que ce soit en gestion ou en financement. Et ces dossiers, ils passent en dessous du radar et ils font pas la une des journaux. D'ailleurs, c'est pas la fiducie qui fait la une des journaux la plupart du temps, c'est plutôt les constituants. Je referme la parenthèse. Et ces dossiers-là, en fait, la question se posait pas parce qu'en réalité, il y avait un besoin juridique. Et ce besoin juridique, il était comblé par la fiducie, qu'on soit en gestion ou qu'on soit en sûreté. Et dans un monde idéal, on aura des fiches de gestion pour des fiduciaires qui seront proportionnés aux enjeux du dossier et pas seulement à la valeur des patrimoines qui sont mis dans ces contrats de fiducie. Sur cette question de la rémunération, ce qu'il y a d'intéressant dans le contrat de fiducie, l'activité de fiducie elle-même, c'est que c'est pas une activité d'investissement réglementée par le Code monétaire et financier. Et ça donne un grand espace de liberté, notamment sur ces questions de rémunération. Sur le vaste sujet de la rémunération des conseillers en gestion de patrimoine, entre la rémunération qui est faite par des rétrocessions sur les produits investis ou les honoraires qui sont facturés aux clients. Là, on est dans une contrainte réglementaire lorsqu'il s'agit de gestion collective. Dans un contrat de fiducie, sauf contradiction de mes voisins, je ne vois pas tellement d'obstacles à ce que le patrimoine fiduciaire lui-même puisse rémunérer le tiers protecteur. Donc on peut trouver ici dans un contexte... Bon, oui, mais si on va gérer par exemple un patrimoine mobilier, et si on fait le parallèle entre finalement l'assurance vie aujourd'hui et le patrimoine fiduciaire qui pourrait s'y substituer, on trouve probablement temporairement, certainement la réglementation rattrapera le sujet un jour ou l'autre si ça se développe. Enfin, aujourd'hui en tout cas, on a un espace de liberté. Je ne vois pas de contraintes sur ce plan-là. En gestion de patrimoine, c'est évident que la fonction du tiers protecteur, ou plutôt lorsque le constituant de la fiducie est une personne physique, et donc avec des applicatifs qui sont nombreux en matière de gestion privée, gestion patrimoine, besoin des personnes physiques liés au vieillissement de la population, etc., etc., il est évident qu'il faudra un accompagnement par les tiers protecteurs. Ça c'est très clair. Et une rémunération adaptée aux enjeux du dossier et au niveau de contrôle que peut avoir le constituant sur la mission du fiduciaire. Si on raisonne sur Mamie et Papy Boom, si on raisonne sur à terme peut-être le développement de la fiducie gestion, sur le plan d'une adaptation qu'on attend tous, qui serait la fiducie gestion protection, ou encore appelée fiducie gestion judiciaire, il paraît évident que le transfert de l'exercice des droits du constituant sur le tiers protecteur risque de prendre à ce moment-là une dimension mais plus que conséquente. Parce que pour développer la fiducie, faut-il encore la connaître et la faire connaître. Mais pour pouvoir la pratiquer, il faut se former et s'informer. Et on va essayer également de mettre en place effectivement des cas une bibliothèque de cas disponibles peut-être sur le site ou en tout cas en rejoignant et donc en adhérant, comme Sandrine l'a dit, ça fait un petit temps qu'on n'a pas dit que les bulletins d'adhésion étaient disponibles sur le site, donc je me permets de le mentionner à nouveau. Nous, on a besoin d'histoire. Dès l'instant où vous avez un sujet qui mérite pour nous une histoire, on puisse raconter des trucs, c'est un boulevard pour vous. Et là, la fiducie, personne ne connaît. Donc je pense que mes confrères seront super intéressés parce que c'est un sujet neuf, donc on peut y aller, on peut se lâcher. C'est plus embêtant pour nous de parler des fonds en euros, des choses comme ça, parce que c'est tellement raconté, très bien raconté, que c'est difficile de se faire un nom et un papier là-dessus.
on est encore peu nombreux dans la salle justement à s'intéresser à la fiducie. Je pense que le développement de cette notion ne peut passer que par un rôle pédagogique et donc par la formation. Aujourd'hui, il existe déjà des formations sur la fiducie. J'ai eu l'occasion de les tester. Elles restent encore un peu trop généraliste, on nous explique encore trop l'historique, pourquoi la fiducie est arrivée jusqu'à nous, en quoi consiste la fiducie. Donc ce type de module-là est très intéressant pour des personnes qui commencent à s'intéresser à la fiducie. Je pense que notre rôle va être de mettre le curseur un peu plus haut et donc de choisir, de rentrer en relation avec des organismes de formation qui nous accompagneront sur le sujet pour créer des modules plutôt experts et accessibles en effet à toutes les professions et pas seulement au CGP. On parlait d'interprofessionnalité tout à l'heure, donc je pense qu'il serait intéressant de créer des formations auxquelles les experts comptables, les notaires, les avocats et les CGP se retrouvent tous dans la salle. L'essentiel, c'est de connaître et faire connaître la fiducie pour la démocratiser. Et on a deux facteurs de résistance. Si je prends les juristes d'une façon générale, il y a un certain conservatisme, je suis navré, mais ce qui est nouveau, trop souvent, on vous dit, c'est comme la publicité Renault, ça ne marchera jamais. Bon, donc il y a une certaine méfiance, pour pas dire défiance, vis-à-vis de ce qui est nouveau ou nouvellement introduit dans le droit. Deuxièmement, du côté des financiers, pardon, c'est un constat, voilà, mais il y a souvent un caractère un peu moutonnier, c'est-à-dire que on fait ce que font les autres. Hein, c'est sur les marchés, c'est typique. Bon, donc, si le concurrent n'utilise pas la fiducie, il va y avoir des réticences pour utiliser la fiducie. Ce qu'on avait fait au sein de la FIDU, évidemment, de définir les bonnes pratiques aussi. Hein. On a fait une charte de l'avocat fiduciaire. Et l'idée que vous avez de définir la déontologie, c'est-à-dire les bonnes pratiques professionnelles du tiers protecteur, c'est essentiel, il faut le faire vite, parce que ça donne un guide très concret, très pratique, à ceux qui veulent devenir tiers protecteurs. Je pense que c'est un atout majeur pour les CGP aujourd'hui. Donc oui, c'est une belle occasion de revoir encore des clients, de les travailler différemment et justement de leur apporter ce petit élément nouveau. Nos clients sont très à l'écoute de nos conseils et des stratégies qu'on peut leur proposer. Donc je pense qu'ils seront très attentifs sur le sujet. Tu le sais certainement, mais donc dans le cadre de la CNCGP, on a développé une solution qui permet d'éduquer les clients financièrement. Et dans cette même logique, on pourrait réfléchir à comment éduquer nos clients pour qu'ils comprennent la fiducie et donc s'intéressent encore plus au sujet en leur posant aussi des questions pour vérifier aussi leur niveau de compréhension de la fiducie, parce que c'est pas le tout de les informer, encore faut-il qu'ils comprennent. On ne sait pas trop ce que ça représente et ce que ça recouvre. Bon, quand on se rapproche d'un peu plus près de l'institution, qu'on s'aperçoit que c'est finalement une technique contractuelle, alors certes un peu complexe, on se dit que finalement, on est capable de s'y mettre. Et donc, chacun, parce qu'il n'y a pas que des avocats dans la salle, il y a des notaires, il y a des CGP, mais on a tous de bonnes notions en matière de contrat, on est tous capables de s'y mettre. Par contre, ce qui nous manque, c'est effectivement le réflexe. Dans quel cas, dans quelles circonstances, proposer à un client qui va venir nous voir, qui a du patrimoine, et on va voir de quel patrimoine, ou sur quel patrimoine, ou quelle typologie on peut travailler. À quel moment on doit lui proposer cette fiducie? Comment lui proposer? Quels sont les avantages, les inconvénients? Le Code civil nous dit bien, droit, sûreté, ensemble de biens, droit, sûreté, présent, futur. C'est clair. C'est-à-dire quasiment tout, sauf, prendre le problème dans l'autre sens, on ne peut pas mettre en fiducie que des dettes. On peut mettre des dettes et des actifs, on peut panacher, on peut mettre des actifs futurs. Et là, le Code civil nous précise également que s'ils sont futurs, ils doivent être déterminables. Illustration,
La question s'est posée récemment au plan judiciaire. Il y a très peu de décisions en matière de fiducie. Mais il y en a une qui est intéressante, qui a été rendue au mois de juin dernier par la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, où la Cour a validé le transfert, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de droits, de créances d'un certain nombre d'investisseurs, créances qui étaient des actions judiciaires, des gens qui avaient fait des procès pour récupérer, c'était un projet pour eux, ça n'a pas fonctionné, mais pour récupérer le bénéfice judiciaire de leur action, c'est-à-dire être indemnisé d'un préjudice. C'est totalement incorporel, c'est totalement judiciaire, c'est totalement processuel. Droit, futur, déterminable. Pourquoi on s'est positionné sur ce nouveau métier, quoi nouveau pour nous, c'est tout d'abord parce qu'on a remarqué qu'il y avait très peu d'acteurs, et d'autre part qu'il y avait une réelle opportunité de démocratisation de cet outil auprès d'une profession qu'on connaît très bien, la profession des conseillers en gestion de patrimoine, puisque nous travaillons avec des conseillers de gestion de patrimoine depuis l'origine de notre société. Donc dès notre création, ils ont été nos premiers clients. Donc on a toujours voulu suivre cette profession et les accompagner dans leurs différents besoins, donc que ce soit une gamme de fonds, que ce soit de la gestion dédiée, de la gestion sous mandat, en assurance vie, en compte titre, etc. Et donc, bien entendu, quand on entend qu'il y a potentiellement un intérêt pour ce service, ben nous, on se positionne pour les accompagner dans ce cadre. Le problème, c'est que l'indivision est un véhicule passif. L'indivision, elle est assez mal, elle n'est pas dynamique. Donc, on se retrouve avec des règles, certes, qui ont un peu évolué dans le Code civil, où on peut, à la majorité des 2/3, déverrouiller un peu certaines rigidités antérieures qui demandaient systématiquement l'unanimité. Mais même avec ces assouplissements apportés par le législateur, d'abord, il faut déjà réunir les 2/3, et deuxièmement, il faut trouver un chef de file dans l'indivision pour pouvoir prendre la main, si je veux dire, sur l'entretien et l'activité, le développement du patrimoine. Donc, on se trouve en indivision à au mieux préserver le patrimoine, mais certainement pas l'améliorer. Le Code civil prévoit par exemple que à la majorité des 2/3, on avait baissé le seuil, on ne peut pas renouveler un bail commercial. Donc c'est quand même un sujet, et si on ne s'entend pas, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le juge. Je suis pas certain que le juge, même s'il a la réponse procédurale, soit le mieux placé pour être capable de dire ah oui, le renouvellement du bail ou la souscription d'un bail commercial, je valide. C'est pas forcément un économiste, c'est pas forcément un gestionnaire. Donc le contrat de fiducie, puisque c'est bien un contrat, apporte certainement des réponses plus satisfaisantes en matière d'indivision que le traitement judiciaire, le traitement contentieux, parce qu'en réalité c'est comme ça, que préconise le Code civil lorsque les indivisaires ne peuvent pas s'entendre, soit à l'unanimité, soit je dirais à la majorité des 2/3, ce qui est quand même pas insignifiant. Parce qu'il y a aussi un autre véhicule qui est fréquemment utilisé en matière immobilière, c'est la société civile immobilière. On dit voilà, on met dans une société civile parce qu'il y a une dynamique, il y a un objet social, il y a une organisation différente, il y a une gérance, etc. Bon, oui. Ceci étant, déjà pour se mettre en SCI, il faut faire un transfert de patrimoine. Donc il y a déjà un transfert définitif, puisque la SCI est une autre personne que celle des gens qui ont fait leur apport. Donc ce transfert, d'abord, il est en principe irréversible, enfin, il est acquis, si j'ose dire, d'une part, et d'autre part, il est fiscalisé. Alors qu'en matière de fiducie, on n'a pas abordé le sujet, mais le transfert entre le constituant et le fiduciaire est un transfert neutre en fiscalité. Donc rentrer en fiducie, ça n'est pas rentrer dans un parcours fiscal. À ce stade-là, le parcours, il est blanc. C'est fondamental, il faut le rappeler, parce que ça permet aussi de dire, certes on a parlé des coûts tout à l'heure, mais c'est normal, tout travail mérite salaire, mais il n'y a pas de coût propre à l'entrée en fiducie, et ça c'est depuis l'origine du dispositif de la fiducie, donc dont on a rappelé tout à l'heure que là quand même c'est un dispositif qui a 12 ans aujourd'hui. Il reste quand même l'article 1869 du Code civil, qui prévoit qu'en matière de société civile immobilière, un associé, un porteur de part, peut sortir à tout moment. Et cette disposition fait que, en fait, on recrée de la précarité dans la société civile immobilière, alors même qu'on a payé de l'impôt pour y rentrer.
Donc le système de la SCI n'est pas le système, je dis pas que la fiducie est parfaite, mais je dirais que la SCI graduellement se situe sans doute en dessous de ce que l'on peut faire en matière de fiducie. C'est bien dommage que Johnny n'ait pas eu une fiducie et ait eu un trust, parce qu'il a réussi à démocratiser le droit international privé. Et je pense que la tâche était encore plus ardue que de démocratiser la fiducie. Donc je pense qu'il faudrait soit inventer une fiducie à Johnny et découvrir qu'il avait une fiducie et non pas un trust. Et si Johnny avait eu une fiducie, ou alors se dépêcher de trouver un people, par exemple Alain Delon, à qui on pourrait proposer une fiducie. Voilà. Puisqu'il veut, il clame dans les journaux qu'il veut trouver une structuration patrimoniale qui évite les conflits entre ses héritiers. Je pense que le défi de la démocratisation de la fiducie, c'est d'aller lui proposer une fiducie. Et ainsi, on pourra arriver à un slogan qui sera peut-être que si à 50 ans, t'as pas ta fiducie, t'as un peu raté. Ça a raté ta vie, c'est ça? Donc le contrat de fiducie dans ce premier schéma est conclu par la société civile. Évidemment, on l'activera du vivant des parents, mais il sera prévu qu'il sera principalement alimenté par les capitaux d'essai. Donc une fois le parent souscripteur décédé, les capitaux d'essai sont versés soit directement dans la société civile, soit aux héritiers à charge d'apporter dans la société civile. Puis, une fois qu'ils sont dans la société civile, eh bien, ils sont transférés en fiducie. Si bien que, eh bien, personne parmi les héritiers n'est chargé de gérer ces fonds et la gestion financière de ce patrimoine revient aux fiduciaires avec l'aide, évidemment, on l'aura bien compris, du tiers protecteur. Les capitaux d'essai sont versés à la personne physique que j'ai désignée dans la clause bénéficiaire, mais j'indique dans ma clause bénéficiaire que la compagnie d'assurance devra délivrer ses capitaux seulement une fois que l'ordre de virement lui aura été donné par le bénéficiaire, de verser les capitaux d'essai sur le compte fiduciaire numéro un tel. Et que, à défaut d'un tel ordre, eh bien, on passe au deuxième tiroir de la clause bénéficiaire, c'est-à-dire que j'aurais prévu une clause bénéficiaire à tiroir pour inciter le bénéficiaire à signer le contrat de fiducie et à respecter la volonté du souscripteur. Et j'échappe à toutes les contraintes liées aussi à la réserve héréditaire si je suis en présence d'un héritier réservataire, puisque là je ne suis pas en présence d'une charge qui grève la réserve et qui est interdite. L'héritier réservataire peut demander à ce que les charges grevant sa réserve soient retirées. Ici, je n'ai pas de charge grevant la réserve puisque j'ai cette magie formidable de l'assurance vie qui est que tout ce qui est transmis par assurance vie est hors succession. On a bien compris que vous arriviez à créer une obligation de flécher les capitaux soit par la société civile, soit par l'assurance vie dans le contrat de fiducie, enfin au fiduciaire. Mais moi, j'avais cru comprendre que les contrats de fiducie pouvaient toujours être révoqués par les constituants. Donc comment empêche-t-on ensuite l'enfant, une fois que la compagnie d'assurance a bien protégé les objectifs du souscripteur et que les capitaux ont été versés sur le compte du fiduciaire, comment empêche-t-on le bénéficiaire le lendemain de révoquer le contrat de fiducie? Est-ce qu'il y a un mécanisme? Alors c'est vrai que quand on est en présence d'un contrat de fiducie qui est conclu par la société civile, on peut, via les statuts et via les pouvoirs laissés aux gérants, éviter le jeu de cette libre révocabilité du contrat de fiducie lorsque le constituant est également le bénéficiaire. Après, il y a différentes manières d'interpréter les articles du Code civil concernant la fiducie. La fiducie, c'est un contrat. Les règles contractuelles, le législateur l'a répété à l'occasion de la réforme de 2015, sont toujours supplétives de volonté, sauf lorsqu'il est indiqué qu'elles sont d'ordre public. La règle que l'on a en tête concernant la révocabilité du contrat de fiducie, a priori, n'est pas d'ordre public. Et on pourrait imaginer que soient prévues dans le contrat de fiducie des clauses d'irrévocabilité temporaire
en se calant sur les régimes des clauses d'inaliénabilité, c'est-à-dire en faisant des préambules au contrat de fiducie, expliquant le pourquoi de la mise en place de cette fiducie, l'intérêt sérieux et légitime qu'il y avait à le mettre en place pour protéger la personne. Et imaginez que ce faisant, eh bien, on aurait des juges qui, s'ils étaient sollicités pour lever la clause d'irrévocabilité temporaire, soient convaincus de la légitimité de cette clause et soient emportés dans notre interprétation de cet article du Code civil. Je pense que avec la fiducie, on doit associer deux notions. La première, c'est une notion de neutralité. Et c'est très très important, je pense, surtout quand on est confronté à des situations familiales où, ne serait-ce que de choisir le gérant de la SCI. Vous avez plein de familles où au bout d'un moment on dit oui, bon, le gérant, alors bien sûr quand c'est le père d'une famille qui a construit le patrimoine, c'est très légitime, mais quand on se retrouve avec une fratrie, on dit bon, le gérant, pourquoi c'est le frère aîné, pourquoi c'est pas la fille cadette, etc. Et pour débloquer ce genre de situation, et il y a vraiment une notion qui est psychologique, qui est forte et qu'il ne faut pas négliger dans l'intérêt de la fiducie, c'est cette neutralité. De dire, voilà, on ne choisit pas un des membres de la famille, parce qu'il peut toujours être mis en cause, ou bien, même pour ce membre de la famille, ça peut être dérangeant. Moi, j'ai connu des fratries dans lesquelles un des membres de la fratrie disait, oui, j'ai tout sur les épaules, par rapport à mes frères et sœurs, c'est compliqué. Parce que s'il y a un truc qui se passe mal, c'est moi. Et donc, ça complique les relations familiales. Et l'autre point, bien entendu, c'est la notion de professionnalisme. Le fiduciaire est un professionnel. Donc, quand on associe les deux, et là aussi par opposition à un des membres de la famille qui se retrouve, c'est un peu comme toujours, as-tu fait de la finance? Bon, tu vas devenir trésorier. Voilà. Bon, alors qu'on sait que c'est pas forcément des choses qui ont grand-chose à voir. On a tout souvent ce cas-là dans les associations. Bon, donc effectivement, cette notion de neutralité et de professionnalisme donne un attrait extrêmement fort à la fiducie, parce que effectivement, on parlait de pacification de situations familiales. Voilà, on fait pas de favoris. Il n'y a pas le petit chouchou de la famille qui va se retrouver le gérant de la SCI ou qui va se retrouver en charge de superviser les avoirs de la famille pour le compte des autres parce que il y en a un qui a fait des études en finance alors que les autres ont fait des études de communication. Vous voyez, ce genre de sujet n'a pas lieu d'être. Et une sécurité parce que on délègue pas ça à n'importe qui, on délègue ça à des professionnels. La possibilité de maintenir à la disposition du constituant l'actif mis en fiducie. Ça me paraît important. Dit autrement, ça existe particulièrement en matière de sûreté, on ne transforme pas un banquier en boulanger. Si le boulanger a besoin de cash et met à la disposition, met en fiducie son ou ses fonds de commerce, parce que quand on dit boulanger aujourd'hui, on dit parfois des réseaux aussi très significatifs, que l'exploitant a besoin de cash, qu'il s'adresse donc à un prêteur, que le prêteur il demande en échange une garantie. Je veux dire, en matière sur un fonds de commerce, le nantissement, ça ne va pas nous emmener très loin. En fiducie, c'est quand même plus intéressant, surtout s'il croit au projet. Il laisse à la disposition du constituant l'outil de travail, ce qui lui permettra d'ailleurs de rembourser plus facilement le prêteur. C'est une disposition qui figure dans le Code civil, c'est fondamental. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a des enseignes qui souffrent aujourd'hui, notamment dans la distribution. Quelqu'un qui avait besoin d'un peu de disponibilité financière et qui me demande de mettre en place une fiducie sûreté avec un prêteur. La garantie, l'espèce, ce sont les fonds de commerce. Donc c'est très incorporel, un fonds de commerce. C'est très aléatoire. Il y a un travail derrière. Il n'y a pas de travail dans un fonds de commerce, il s'effondre très très vite. Or, le prêteur, le fiduciaire, qui peut être prêteur, n'a pas forcément les compétences, ce qu'on disait tout de suite, pour traiter ce sujet. Non. Là, il aura un rôle uniquement de coordonnateur et de vérifier si le remboursement se fait bien. C'est tout. L'emprunteur, qui est donc le constituant, reste l'exploitant du fonds. Effectivement, sur les différentes interventions, je vais relever les choses qui m'ont paru assez caractéristiques. Je ne vais pas refaire évidemment le débat. Qu'est-ce qu'est la fiducie? Évidemment, un droit de propriété. Alors, un peu particulier quand même, c'est ce que souligne Michel Grimaldi quand il dit qu'effectivement, elle n'a pas forcément le
l'usus, le fructus et l'abusus, on crée un patrimoine d'affectation, on ne crée pas une société, on crée un patrimoine d'affectation. Et de ce point de vue-là, effectivement, on a quelque chose qui est tout à fait nouveau. Hein. Ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la relation est entre 2 à 4 personnes. Alors, 2 personnes, c'est le minimum. Nous avons un constituant et un fiduciaire. Voilà. 4 personnes, constituant, fiduciaire, bénéficiaire et ce fameux tiers protecteur qui est évoqué par le Code civil. Hein. Alors, le tiers protecteur, je pense que c'était l'angle d'attaque de Sylvain Teux lorsqu'il a décidé la création de cette association, parce que, vu avec son prisme de CGP, il lui semblait que le tiers protecteur était exactement calqué sur ce qu'est la mission d'un CGP. C'est-à-dire quelqu'un qui va agir au nom de ses clients avec une mission qui sera évidemment définie. Vous avez compris qu'effectivement, le tiers protecteur, il peut être plusieurs personnes. Il peut être un avocat, évidemment. Il peut être un asset manager, on en a parlé tout à l'heure dans l'exposé. Il peut être un family officer, un expert comptable, un conseiller en gestion de patrimoine, évidemment. En fait, il n'y a pas de... Ce rôle n'est pas défini par le Code civil comme devant être dévolu à une profession en particulier.